Donc, ce soir, c'est un moment important parce que 3 ans déjà se sont passés depuis ce terrible événement de la tempête Egan. Et donc, je voudrais vous replacer dans un premier temps le contexte, les éléments de convergence qui ont malheureusement produit cette chute malheureuse en janvier 2017. Cette rose de la cathédrale, qui est vraiment un élément important, symbolique de l'architecture gothique qui se met en place au XIIe siècle et qui est un élément qui permet à la lumière de rentrer beaucoup plus amplement dans ces nouveaux édifices qui apparaissent et dont la Picardie est un des berceaux, et qui va subir au fil des siècles les affres du temps, et notamment des incidents majeurs au XIXe siècle. L'explosion d'une poudrière en 1815 l'endommage fortement. La structure est fragilisée. On va la consolider ultérieurement. La guerre de 1870 endommage de nouveau cette rose et ses vitraux. En 1915, les bombardements de la Première Guerre détruisent fortement l'édifice, notamment la disparition des vitraux de la cathédrale. Et donc, la restauration qui a lieu au début du XXe siècle va être ponctuelle, partielle, ne va pas redresser les déformations qui sont apparues après chacun de ces épisodes un peu dramatiques sur cette rose, ce qui fait qu'on a un état au début du XXIe siècle d'une rose qui s'est affaissée, qui n'est plus circulaire. Le centre, l'œil de la rose est également déformé, et donc des compressions importantes sont en place qui vont fragiliser l'ensemble de la rose, qui est composée, on le saura après l'avoir étudié, de différentes natures de pierres que chaque événement a engendré, et donc des matériaux hétérogènes qui font que voilà, il y a une manque de cohérence dans cette rose et qui la rend assez fragile. Et donc la tempête Egan, avec ces problèmes structurels, va produire la catastrophe que vous connaissez et la chute de la rosace sur l'orgue qui se trouvait à l'arrière. On commençait à entamer, à lancer une étude diagnostique, donc tous les monuments historiques. On cherche à savoir pourquoi ces désordres-là apparaissent et voilà, quelle conjonction d'éléments font que cette catastrophe est arrivée. Donc c'est là où on s'est, voilà, après des études poussées, menées par l'architecte en chef des monuments historiques, avec l'aide de laboratoires, notamment le laboratoire de recherche sur les monuments historiques, qui a analysé en fait les natures de pierres et qui nous a permis de comprendre les désordres qui étaient anciens, et nous montrer des pierres fragiles, mal goujonnées. Donc les goujons, c'est les parties métalliques entre deux pierres qui les tiennent, qui n'étaient pas assez longs, et au regard de toutes ces contraintes mécaniques et climatiques, les conclusions de l'étude ont abouti au fait que nous ne pouvons pas remonter la rosace en pierre qui a été déposée pour la replacer sur la cathédrale. En fait, lors des études diagnostiques, après le sinistre, on avait déposé une première fois tous les éléments tombés par la tempête, et on avait voulu reposer comme aujourd'hui le puzzle afin de l'étudier. Et donc on a fait toutes les études, on a sollicité des laboratoires spécialisés, on a étudié les différentes natures de pierres pour comprendre en fait le pourquoi du comment de ce sinistre. Il y avait plusieurs natures de pierres. Plusieurs natures de pierres. 4 à 5 natures de pierres ont été identifiées. Donc c'est effectivement un des enjeux. On a souhaité avoir une pierre avec une dureté suffisante pour répondre aux nombreuses contraintes, à la fois de compression, et en plus on est exposé plein ouest, donc évidemment on a les vents dominants qui viennent en plus
agir violemment sur le réseau. Donc on voit très bien à l'œil nu, si on se promène un petit peu, on peut voir des pierres plus ou moins éveillées, coquillées. On voit que les écartements ne sont pas tous identiques. On peut même voir là. Tout à fait, les écartements. Après, ça veut dire que ça y est différents types de salons. De remaniement. Tout à fait. Effectivement, à propos de tout à l'heure, déjà au XIXe siècle, deux événements. Quand tu es précisé dans l'histoire. Voilà. Donc, finalement, des interventions assez importantes au XIXe siècle. D'ailleurs, quand on a un regard assez fin, on peut identifier certains chapiteaux qui sont quelquefois pas la sensibilité médiévale, la finesse qu'on va avoir à cette époque. Dans la nature des pierres, plus homogènes. Il y a les scellements aussi qui sont de différentes natures. Des scellements plomb, mais on a aussi des scellements hydrauliques avec des mortiers très hydrauliques. Donc, il faut imaginer que voilà, tous ces éléments appareillés fonctionnent au départ des conditions idéales, et petit à petit, c'est comme le corps humain et le squelette. Il y a des traumatismes, on se tasse, on ne s'effondre pas forcément, on prend des positions, mais à un moment donné, si on est poussé par d'autres événements, c'est la rupture. Il reste les traces des fractures. Et il reste les traces des fractures. Et effectivement, là, si on peut avoir l'impression que la rose semble restaurable et réemployée dans l'état, quand on regarde au microscope, on s'apercevrait qu'il y a énormément de micro-fissures. Et si on peut voir les éléments métalliques liés à la serrurerie des vitraux, mais également tous les scellements et tous les scellements bougeants qu'on voit, il aurait fallu en fait purger ces éléments pour en réinsérer d'autres, c'est-à-dire repercer le cœur des maçonneries. Et tout ça, quand on regarde, on fait des micro-vibrations, des micro-fissures. On ne peut pas se prendre le risque sur un ouvrage qui en plus est directement qui donne sur la voie publique. Avec pas vraiment vivant, mais qui a une vie, une humidité. C'est ça, une porosité qui leur est tout à fait. Et c'est très important. Une pierre doit être compatible aussi avec. La rose est inscrite dans un ensemble de maçonnerie, évidemment, la circulation de l'air, la porosité, les échanges de vapeur d'eau sont très importants parce qu'elle reçoit l'eau de pluie, elle doit aussi évacuer naturellement par sa porosité. Si elle est trop, comment dire, trop étanche ou trop dure, il peut y avoir des points durs et ça peut générer des. Tout à fait, les joints sont capitaires. Le pire, c'est le ciment Portland. Oui. On en a du ciment Portland d'ailleurs dedans, mais on a du plomb. Le plomb qui peut être décrié a des propriétés très intéressantes dans les monuments historiques et dans l'assemblage des pierres, dans les scellements également, parce qu'il a une certaine dilatation, malléabilité qui lui permet justement d'absorber certaines contraintes, et notamment lorsqu'il est mêlé à des éléments métalliques qui ont une forte dilatation avec la chaleur. Et le plomb a cette faculté aussi d'absorber, en se dilatant, certaines contraintes. C'est pour ça que dans les scellements, notamment... Le plomb est aussi, par rapport à l'humidité, il ne se dégrade pas comme tout à fait. Le fer. Oui. Ce qu'on voit dans les problèmes avec le béton. Le plomb... les monuments Art Nouveau, tout à fait. À la corrosion des bétons. Non, le plomb, c'est un matériau qui a des... tout à fait, et qui est réutilisable également. C'est un matériau, certes, qui ne peut pas paraître, entre guillemets, développement durable au premier abord, mais en fait, c'est un matériau qui a une durée dans le temps très importante et qui peut être réemployé, rematé. À la rosace. Oui. Cette rosace, elle n'est pas rouge. Non. C'est dû à l'affaissement de la tour. Alors c'est dû, effectivement, un affaissement, on a une façade harmonique comme de nombreuses cathédrales de la même époque, simplement pour Soissons, évidemment, nous n'avons qu'une tour qui est celle qui est la tour sud, donc c'est une cathédrale qui n'a pas été achevée. Donc évidemment, les efforts ne sont pas symétriques, alors qu'on a une nef qui est achevée, que cet déséquilibre a participé justement à cette déformation progressive. Mais même un édifice qui est parfaitement équilibré bouge jusqu'à plusieurs centimètres par an. Le tassement différentiel qui existe aussi. La Première Guerre mondiale, la cathédrale de Soissons, il ne restait que des lambeaux. Alors, et elle était déjà déformée à cette époque-là. On peut regarder des cartes postales, des photos anciennes. Qu'est-ce que vous en pensez? La reconstruction.
La principale partie de la cathédrale, les principales parties, pardon, ont été reconstruites. Oui, ont été reconstruites, mais je trouve que à Soissons, c'était particulièrement bien réussi, parce qu'on a une homogénéité, peut-être parce qu'on a su avoir trouvé aussi la bonne pierre à l'intérieur. Quand on regarde, on a une très belle unité. Je trouve que c'est une reconstruction plutôt exemplaire et je trouve qu'on a gardé une unité, on a encore les stigmates parce qu'on a des impacts d'obus assez importants quand on se promène autour de la cathédrale, on voit que c'est encore qu'il faut conserver d'ailleurs. Les ingénieurs et architectes, j'ai les noms mais je ne les ai pas en tête, oui. Mais ils ont laissé 20 ans de leur vie. Brunet, notamment, qui a travaillé beaucoup. Il faut imaginer le nombre de chantiers dans le département en particulier. Et donc je suis ingénieur du patrimoine à la DRAC et donc je suis de Hauts-de-France à Amiens. Voilà. Délégation d'Amiens. Voilà, sur le site d'Amiens, celle de Lille. Donc voilà, je suis et la direction du patrimoine est à Amiens, et de l'architecture, et moi je suis les monuments du département de l'Aisne. Donc aussi bien Saint-Jean-des-Vignes que le département de l'Aisne. Mais ça peut être aussi Saint-Médard, où je sais qu'il y a... Voilà. Aussi, ah oui, là ça va être un très très beau chantier, peut-être encore plus important que celui de la cathédrale. Voilà. Merci beaucoup. Et je suis conservatrice des monuments historiques à la DRAC et également adjointe à la conservatrice régionale des monuments historiques. Donc j'assure l'intérim. Parlons de la rose. Alors, la rose qui est, vous le savez, cet élément assez majeur dans l'architecture gothique, qui marque vraiment un tournant. Les premières roses apparaissent au XIIe siècle, dans les années 1140, 1130. Et, avec le style gothique. Avec le premier. Exactement, avec l'architecture gothique qui implique que la lumière rentre à plein dans les édifices, et donc c'est pour ça qu'on a cette dématérialisation des murs, cette augmentation de l'espace vitré et cette recherche de hauteur que les architectes médiévaux vont rechercher à partir de cette période. Et la rose est l'une des illustrations de cette recherche. Celle de Soissons, elle a été conçue à la fin du XIIIe siècle, c'est la période à laquelle on construit la façade de la cathédrale. Et depuis le XIIIe siècle, elle souffre de désordre, donc d'un tassement différentiel qui a fait que la rose s'est aplatie. Oui. Donc ça, c'est assez visible. Vous avez le cercle d'une rose idéale, et puis la rose de Soissons, elle, est plutôt ovale. Oui, les écartements sont différents. Les lancettes ont beaucoup bougé au cours du temps. Et malheureusement, ce tassement différentiel, il va être aggravé au cours de l'histoire par les différentes catastrophes qui vont toucher la rose, et notamment les catastrophes du XIXe siècle, puisque la poudrière Saint-Rémy explose en 1815, ce qui va déjà pas mal fragiliser la structure, la guerre de 70 également, et évidemment les destructions de 1915. Oui, puisque quand on voit les photos de la cathédrale, oui. On imagine que... Vous imaginez le choc que ça a pu représenter. Alors, le réseau de pierre en 1915 ne tombe pas. Néanmoins, les vitraux, eux, sont intégralement soufflés. Ils n'ont pas été démontés ? Ils ont été en partie démontés dans la cathédrale, mais pas partout, et ceux de la Rose ne survivent pas à cette catastrophe. Et c'est pour ça qu'on a un programme Art déco. Art déco. Voilà, donc le style de ces années-là, la première reconstruction, qui est un programme de Jean Gaudin, un maître verrier qui a œuvré à la cathédrale de Soissons, entre autres, et qui est réalisé d'après l'iconographie des vitraux médiévaux. Voilà. On n'a pas de visuel de ces vitraux, on ne sait pas exactement à quoi ils ressemblaient, mais on sait qu'il y avait déjà un Christ en majesté, des prophètes, des apôtres et certainement des vierges folles, des vierges sages, un programme un petit peu différent, mais dont celui de 1930 est inspiré. Nous n'avons pas de photos de guerre mondiale ici ? On a des documents d'archives, mais rien d'assez précis pour faire une reconstitution exacte. Donc le maître verrier s'est basé sur les documents qui existaient encore. Et puis on a des échanges avec le ministère de la Culture de l'époque qui insiste sur la présence de telle ou telle couleur, qui estime que le Christ de l'oculus central gagnerait à être plus grand. Enfin voilà, il y a cet échange qui se met en place et qui aboutit à cette commande en 1930 du nouveau programme de vitraux. Alors ces vitraux, ils ont très bien survécu à la tempête qui a eu lieu en 2017, donc ça c'était la bonne surprise de ce chantier. Ils pourront être remployés à plus de 90%. C'est assez impressionnant d'ailleurs quand on voit l'oculus central qui a été complètement projeté à l'intérieur de la cathédrale. Comme un bouchon de champagne un peu, oui. Et qui pourtant est encore intact.
En revanche, le réseau de pierre, comme je vous le disais, a été très sollicité au cours des siècles, assez bricolé, il faut bien le dire, avec des natures de pierre différentes qu'il y avait à dire. Eh ben, je vous remercie beaucoup. Je vous en prie. Elle a été vraiment restaurée à de nombreuses reprises, donc elle n'a pas de tenue géométrique. Ça peut être Donc la guerre 14, ça quand même, la reconstruction Non. après la même Non, pas, non, elle était intacte. Enfin, elle a été réparée, mais elle était intacte après 14. C'est, à mon avis, le pire qu'elle a subi, c'est le 1815, l'explosion de la poudrière de Saint-Jean-de-Luz. Et on l'a redéposée, et on l'a de nouveau remontée. Mais vous voulez dire, est-ce qu'il reste en vitro, c'est tout ce qu'on a pu sauver ou... Ah non, ça ce sont des faux. C'est des faux, ça, c'est pas des vitraux. Il reste quelque chose en vitro? Toutes les parties figurées restent. C'est-à-dire les figures des pères de l'église, donc là il n'y en a pas. Les 12 apôtres sont là, impeccables. Et le Christ en majesté au centre est intact. Alors là on ne le voit pas, mais c'est au moment qu'on va voir que c'est ovale. Et donc ça c'est dû à un mouvement de la cathédrale au XVIIIe siècle. Elle a eu un tassement. Donc le centre est ovale, ce qui fait que... En fait, c'est une rose qui se tenait mal. Et dans le projet de reconstruction, en fait, on envisage de la consolider ou... On fait tout à neuf. On ne peut pas réutiliser... Ces éléments-là, on ne peut pas. Ah oui. Ils sont trop hétéroclites. Et c'est trop déformé. Et puis, pour terminer, mes collègues de la DRAC, Delphine Lacaze, conservateur régional qui vient de quitter les Hauts-de-France pour l'Occitanie, mais qui s'est beaucoup investi aussi dans ce projet. Suzanne Lemardelet, qui assure l'intérim et qui est présent à mes côtés. Yann Ego, qui est ingénieur et qui est la cheville ouvrière pour nous de tous ces chantiers dans l'Aisne. Anita Auger-Laurent, qui est dans la salle également et qui est d'une aide précieuse, conservateur pour ces éléments. Et puis nous avons bénéficié aussi d'aide d'autres collègues, de Sylvie-Elisabeth Grange, conseillère pour les musées à la DRAC, Et puis on a fait travailler quelques stagiaires, je voudrais les citer, Laura Fourmeau et Anne-Sophie Meuret pour leur contribution dans l'écriture des textes de cette exposition, et puis Caroline Clicquot qui était aussi chez nous et qui nous a aidés. Et pour terminer, des acteurs essentiels, je voudrais citer Laurent Pradou, architecte des bâtiments de France, et terminé par Jean-Claude Truenne, qui depuis des décennies met une énergie à soigner 5 cathédrales et qui était un des premiers présents le 13 matin, traumatisé par ce qui venait d'arriver. Et donc je voudrais vraiment saluer le travail transversal de tous pour aboutir à ce très beau projet. Commun, celui de la Renaissance, de la reconstruction, mais surtout de la résilience. Au matin du 13 janvier 2017, c'est vraiment un spectacle bouleversant qui s'offre aux yeux des Soissonnais et des visiteurs. Sous la puissance des vents de la tempête Egon, la rose de la façade, notre rose, a été éventrée et l'orgue qu'elle abritait complètement détruit, plongeant bien sûr tous les Soissonnais dans la sidération. Triste répétition de l'histoire, un siècle auparavant, notre cathédrale avait déjà été meurtrie par les affres de la guerre. Les bombardements de la Grande Guerre l'avaient détruite à 80% et patiemment, les Soissonnais avaient travaillé à sa reconstruction. Et c'est sans doute, je dis souvent, mais c'est sans doute un de nos traits de caractère, nous Soissonnais, nous Français, que de savoir nous rassembler, fédérer nos énergies et avancer pour surmonter les épreuves que l'on peut traverser. Passé cette stupeur et cette souffrance, nous savons nous retrousser les manches et loin d'être résignés, nous savons bâtir collectivement l'édifice plus fort encore de notre avenir commun. Lorsqu'il est question de partager la culture, de transmettre notre histoire et de valoriser notre
notre patrimoine, Soissons répond et répondra toujours présente. Vous pouvez compter sur moi. Il s'agit d'un engagement fort et d'un engagement en faveur de l'avenir. Merci également à tous les partenaires qui nous accompagnent, au premier rang desquels, bien sûr, la DRAC Hauts-de-France. Merci aussi à toutes les entreprises locales qui contribuent à faire revivre nos éléments patrimoniaux emblématiques.